Thomas, tu sais qui c'est le prof qui fait passer l'oral? Non, pas du tout. Non, mais ça va bien se passer. Oui, je pense, ouais. Davou, Julia. Oui, c'est moi. Installez-vous. Vous allez traiter le sujet, les conditions de travail et d'hébergement indignes. Vous avez 10 minutes. Mademoiselle? Il vous reste 1 minute. Installez-vous. Quand vous voulez. Ok. Donc du coup, on est ensemble, enfin, on est ensemble pour parler des conditions de travail et d'hébergement qui sont contraires à la dignité de la personne. C'est la section 3 du code pénal, enfin d'un titre, hein, mais des atteintes à la personne humaine du coup. En fait, ça regroupe tout particulièrement. Enfin, on va s'intéresser tout particulièrement à deux articles. Donc, par exemple, oui. Donc, on va faire un plan en deux parties, du coup, hein, deux parties de sous-parties. Hein. C'est pas très original. Non, c'est parce que c'est pas drôle, effectivement. Donc l'article, du coup, je disais 225-13, donc je vais m'apprêter à vous le lire. Alors, c'est le fait d'obtenir d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement dont la vulnérabilité ou la... Pardon. C'est... Voilà. Je reprends du coup, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Donc, monsieur? Non, je vous écoute. Ça marche. Et du coup, l'arrêt de 2006 de Dondero contre France, pardon, oui, du coup, qui est vraiment l'arrêt fondateur, sacré, mais fondateur de cette violation de l'article 3 de la CEDH, mais plus précisément en droit interne de... Bonjour monsieur. Quelle indignité. C'est ainsi que s'exprime Nicolas Sarkozy quand on le met face à ses affaires judiciaires. Nous devons aujourd'hui, ensemble, nous pencher sur la question sensible et délicate des conditions de travail et d'hébergement dans des conditions indignes. Indigne, le mot est fort, mais il est approprié. Le mot dignité est volatile, polysémique, difficile à saisir. D'aucuns considèrent qu'est digne celui qui adopte un comportement louable dans une situation complexe. L'abbé Pierre disait « Quand on s'indigne, il faut d'abord se demander si l'on est digne. » Enfin, quand elles sont nombreuses, les dignités se confondent avec les honneurs. Mais alors, en droit, que recouvre la notion de dignité? Quelle était, au moment de la rédaction des articles 225, 13 et 14, la volonté du législateur? Monsieur, je suis juriste et homme de tradition. Et si tant est que ce ne soit pas un pléonasme, cela fait 2 bonnes raisons de faire un plan en 2 parties. Bien que, rassurez-vous, je ne sois pas fondamentalement binaire. Il convient donc d'abord de s'interroger sur la notion de dignité pour ensuite s'attarder sur son application. Le législateur considère que l'on est digne parce que l'on est homme. Et donc que c'est parce que la dignité fait notre humanité qu'il faut la protéger. La teneur des articles dont il est question est donc fondamentale. Et il n'est pas nécessaire ici de rappeler les dispositions. Il ne s'agit pas de vulgairement flatter son ego, de ménager son estime de soi, ou encore d'accorder des honneurs à ceux qui en seraient dignes. Non, la question est autrement plus lourde,
Une vie indigne. Est-elle toujours une vie? Est-on toujours un être humain lorsqu'on nous traite dans des conditions qui nous déshumanisent? Et si la réponse est non, quelle protection est offerte à celui que l'on déshumanise? Le Code pénal répond fermement à cette question et l'on peut s'en réjouir. L'arrêt fondateur de l'appréciation de la notion de dignité étant d'ailleurs l'arrêt Dondero contre France de 2006. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Binaire. Selon vous, lequel des deux a participé au concours Lysias parisien ?